Hugo et moi, bon, on n'aimait pas la nourriture européenne, quoi. C'est-à-dire les pâtes et tout cela. Et à la veille du match et tout ça. Donc, il y a sa femme qui, qui, qui nous envoyait à manger le soir. En cachette. On faisait semblant de manger, de manger avec le groupe à table. Ouais. Et quand on était de la table, on se rejoignait dans sa chambre pour manger le riz avec sauce. Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de chez Momo Keïta. Et ce soir, nous recevons le guerrier Jean-Jacques Gosso. Jean-Jacques, merci de l'honneur que tu nous fais d'être avec nous. C'est moi, tout honneur pour moi. Alors, en août 2017, tu mets fin à ta carrière internationale au Godzepe avec le sacre en Super League. Pourquoi avoir attendu principalement ce moment? Bon, pour mettre un thème à ma carrière, je ne voulais pas ça. Et puis bon, et c'était pas dans l'ordre de ce que je voulais exactement. Mais après ce sacre, j'ai attendu longtemps et les offres sont pas venues. Donc, je me suis dit, bon, ben, si ça vient pas, je me dis pas tant pis, mais voilà, c'est la nature des choses, donc je l'accepte. Et puis bon, voilà. Mais est-ce que cela ne t'a pas donné l'air d'une symphonie en quelque sorte inachevée? Non, parce que j'ai bien fini, je pense. J'ai bien fini en envoyant un Godzepe en première division. Donc, pour moi, c'était un couronnement quand même si je voulais un peu continuer. Mais bon, voilà, j'ai fini bien. Et puis bon, c'est cette image-là qui met dans la tête. D'accord. Alors, depuis, tu profites de ta retraite. Est-ce qu'on peut savoir exactement Gosso est dans quoi exactement? Il bosse dans quel domaine d'activité? Bon, pour le moment, je suis là, je suis en famille et je n'ai pas vraiment d'activité fixe. Pour vous dire la vérité, je suis là en famille, je lève mes deux filles tranquillement. Et puis bon, voilà, je ne mets pas la pression et ça va venir tranquillement dès que j'aurai le temps, je pense. Et surtout me pencher dans le domaine du foot, je n'aime pas laisser voilà. J'ai mis ça de côté dans la tête. D'accord. Mais voilà, je suis tranquille actuellement. Je laisse mes enfants tranquillement. Voilà. Donc, ça veut dire que tu trouves le temps pour jouer de temps en temps au Scrabble encore, je suppose. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu es un bon joueur de Scrabble? Ah non, pas trop. Ça fait vraiment longtemps que je passe ce jeu, mais aux dames, oui. Jeu de cartes, oui. Ben, voilà. Sinon, bon, moi, je vais te donner quelques lettres et tu vas essayer de me dire quel mot tu peux ressortir avec ça, vite fait. Ah, non, mais bon, on va voir, je ne sais pas. D'accord. C'est pas mon jeu, mais c'est pas mon jeu. Je vais commencer par te donner 7 lettres. Tu imagines quel mot peut te sortir de cela? Donc, je vais te donner T. T. T encore. Donc, 2 T. Oui. I. A. A. R. E. R. Ouais, donc T. T encore. Oui. I, A. R. E. R. Ça veut 3 T, c'est ça? Non, 2 T. Traite? Oui, traite, c'est pas mal. Bon, après, tu avais attiré, tu avais aussi retirera. Bah, tu avais pas mal de mots. Mais en tout cas, traite, c'est pas mal. Bon, on va essayer avec je veux dire, le plus gros mot en fait qu'on peut avoir au Scrabble. Tu as W. Le plus gros mot? Oui, le plus gros mot. Je veux dire, le mot qui donne le plus de points au Scrabble. Donc, imagine, tu as W, tu as S, tu as Y, tu as H, tu as K, tu as I et puis tu as S. Qu'est-ce que ça pourrait te donner? S, W. Comme ça, dans la tête, c'est chaud. Bon. C'est chaud, j'avoue. C'était une façon aussi de raviver un peu ta mémoire, mais c'est pas bien grave. Tu trouves quoi là?
Whisky. Et whisky, c'est le plus Ah, gros mot qu'on peut avoir au Scrabble. Parce que ça compte ah, non seulement plus de 4, 10, ça compte un S, c'est beaucoup en tout cas. Et plus 50 encore, ça fait facilement 100 en fait au Scrabble. ah, whisky, oui. D'accord, Bon, d'accord. allez, c'est pas bien grave. Bon, alors, donc, on va revenir à toi et à ta carrière. On va Mhm. rembobiner la cassette. C'est grâce à un tournoi d'interclasse de San Pedro que tu as repéré par le Centre de formation nationale à l'INJS en 2000. Et toi, ça t'a fait quoi de devoir partir loin de ta famille à cet âge-là? Parce que jusque-là, tu avais toujours été, je veux dire, en famille. Et de devoir partir loin de la famille, comment tu vis ce moment-là? Non, mais j'ai grandi hors de la famille, papa, maman, hein, depuis l'âge de tout petit, hein. Donc, ça m'a pas tellement bouleversé. Vous comprenez? Ça m'a pas tellement bouleversé. J'étais quand même habitué, je suis sorti très tôt de la maison familiale. Donc, et puis en même temps aussi, j'avais une mission accomplie, une aventure, tout et tout. Donc, j'étais vraiment motivé. C'est juste beaucoup plus la motivation qui me faisait, qui me donnait le sens, quoi, en fait, de, de résister à toutes ces pensées de tristesse, de quitter la maison, des parents et tout ça. Non. Moi, j'avais une mission accomplie et donc je me suis fixé cet objectif-là. Et voilà. Donc, D'accord. Alors, dans ta quête de mission, tu es formé au Stella Club d'Adjamé, mais en vrai, c'est Oscar Fulon qui te lance dans le grand bain au compte du Widad. Qu'est-ce que ça te fait de devoir, je comprends bien que tu aies une mission comme tu as dit et tout, mais qu'est-ce que ça te fait de devoir braver une nouvelle langue, je vais dire une nouvelle culture, je vais dire un tout autre pays arabe et loin de ta terre natale? non, mais c'est des sacrifices. Vous savez, faut faire des sacrifices. L'aventure, c'est pas évident. Donc, pour réussir tout cela, excusez-moi, c'est des sacrifices. Et il faut l'accepter. Vous comprenez? Il faut l'accepter. Et puis, bon, voilà, se jeter dans le bain comme ça, faut se préparer mentalement. C'est pas vraiment évident. Mais vous savez, au bout du compte, vous voyez, au bout du compte, ce que vous attend. Donc, ça vous motive plus. Ouais, donc, c'est cet objectif-là qui m'a vraiment permis de résister, voilà, d'atteindre cet objectif forcément parce que depuis tout petit, je voulais être footballeur professionnel. Donc, pour être footballeur professionnel, il y a des sacrifices à faire. Donc, il faut l'accepter. D'accord. Donc, quand tu arrives tout de suite, tu es bien reçu par, je vais dire, par tes amis, l'accueil, comment il se fait? C'est tout de suite, on te met à l'aise ou bien il faut prouver ta place? Non, moi, modestement, bon, il y a eu beaucoup de chance, ça c'est certain. Par la grâce de Dieu, beaucoup de chance. Et Oscar Philem m'a pris sur son aile, et à son âme. Et il y avait aussi des coéquipiers aussi, m'ont vraiment pris sur les ailes aussi. Vraiment, je me suis vite épanoui, vite intégré, vous comprenez. Je n'ai pas eu de difficultés. Franchement, j'ai pas trouvé de difficultés. Grâce au bon état d'esprit de mes coéquipiers, des joueurs de Wydad à cette époque, qui m'ont vraiment mis dans le bain. Voilà. D'accord. Alors, je suis en ce moment à Casablanca et je peux t'assurer que tu as fait bonne figure au point où, pendant plus de, je vais dire, après plus de 15 ans, les gens continuent de se souvenir de toi, en fait. Mais toi, personnellement, quel est le plus beau souvenir que tu gardes de ces 5 saisons passées au Vidal? Les 5 saisons passées, c'est le dernier match du trophée des champions parce que c'est pas un point de la victoire, on était à 3 points de la victoire ou c'est pas match nul. Il fallait absolument gagner contre notre ennemi préféré, Le le Raja. Raja. Et puis bon, non, mais on avait bien fini. On avait bien fini. On a gagné ce match, ça fait pas 1 but à 0, grâce au but de Lucie Hicham. Et voilà, donc c'est ce beau souvenir que je tire D'accord. voilà, Alors, en parlant du Raja, bah, il paraît que tu avais été un moment de, je veux dire, pendant ton passage au Vidal, approché par le grand rival qui est le Raja pour les rejoindre en fait. Est-ce que c'est vrai ou c'est des bruits de couloir?
Non, non, c'est des rumeurs infondées parce que il y avait lui, Edgar, et, et Beignet, Jamac, qui jouaient au Raja, ce sont des amis. Donc, j'allais tout le temps dans leur chambre, à l'entraînement, tout ça. Bon, c'était des amis, en même temps des Ivoiriens. Donc, il fallait créer ce truc-là, se supporter mutuellement entre Ivoiriens, sportifs et tout ça là, et compatriotes. Donc, ça n'a rien à voir que le Raja puisse, avait l'idée même de me recruter. Non, non, c'était seulement des rumeurs, des fausses rumeurs, c'est tout. Et après ta carrière au Wydad, on s'attendait tous à ce que tu sois, par exemple, dans le Gotha européen. Et finalement, comment se fait la connexion avec le Mouadone qui est en Israël? Ah, bon, je ne sais pas, mais il y avait des connexions à Lens, tout, moi, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'à l'époque, mes dirigeants de Wydad voulaient beaucoup plus le capital, beaucoup plus d'argent. Et donc, ça posait les problèmes aux dirigeants de cette époque de Lens, d'autres équipes européennes qui me voulaient absolument, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Bon, ben, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu deux offres qui ne sont pas venues. Et puis, il y a un agent qui m'a proposé l'Israël. Il dit, ben, pourquoi pas tenter cette aventure là-bas. Moi, je suis allé, heureusement. Voilà. Alors, tu es allé effectivement en Israël, mais en tant que bon joueur, heureusement, tu ne joues pas, tu fais juste une saison. Et pendant l'été 2008, tu pars en essai à Monaco. Et finalement, ça se conclut par une signature de 3 saisons. C'est quoi ton état d'esprit quand tu arrives pendant l'essai? À Monaco, ben, je suis arrivé avec un objectif de rester. Je ne vais pas repartir, ça c'est certain. Donc, j'ai mis les moyens et j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que le coach puisse me retenir, c'est-à-dire dans les qualités des jeux, les passes et tout. Bon, enfin, je me suis vraiment impliqué. Voilà, je me suis vraiment impliqué. Donc, après, le test a été concluant, les dirigeants étaient contents. Et le coach Ricardo, voilà, il était vraiment content de m'avoir dans l'effectif. Voilà. D'accord. Alors, pendant nos échanges en off, bah, tu m'avais confié que ta descente avec l'AS Monaco en Ligue 2 avait été l'un des moments les plus marquants de ta carrière. Mais pourquoi être parti quand on sait que tu faisais partie des cadres de cette équipe-là et qu'il avait plus que jamais besoin de toi, en fait, et de tes services? Oh, non, mais c'est moi parce qu'on m'avait proposé 3 ans de contrat supplémentaire pour rester en Ligue 2. Bon, je n'ai pas voulu rester parce que il y avait l'équipe nationale. Je me disais, si je restais en Ligue 2, je ne serais pas sélectionné aussi. Donc, j'étais parti voir ailleurs avec beaucoup plus d'objectifs. En fait, c'est l'objectif, en fait. Je ne voulais pas rester en Ligue 2. Et donc, je ne sais pas si c'était une mauvaise idée, une bonne idée, mais ben, ouais, je suis parti voir, tenter ailleurs, en Turquie. Et puis, Alors, pourquoi principalement, justement, pourquoi principalement la Turquie? oh, je ne sais pas, parce que j'aimais bien vraiment le projet. Ils se sont vraiment concentrés sur moi. J'étais à la base de leur projet, en fait. Donc, cela m'a poussé à accepter leur offre, le projet en plus. Donc, je pense que j'ai fait une bonne décision. Voilà, je pense que c'était une bonne décision. D'accord. Alors, tu arrives à Ordu Sport et tout se passe bien, sauf que quelques temps après, tu as des soucis avec ton club. Et du coup, tu t'es retrouvé un moment sans club. Qu'est-ce qui vous opposait en réalité? Non, ben, vous savez, ça arrive comme ça dans une période où il y a un changement d'entraîneur qui vient et qui veut changer de projet, qui pense que vous ne faites pas partie du projet. Et c'est comme ça, je me suis retrouvé à Mage avec, comment ça s'appelle, Hector Cooper. Et bon, le club bon, n'a pas voulu s'en mêler et tout ça là. Bon.
bon, voilà. Donc, et c'est ce qui a fait que j'ai demandé à partir. Ça a duré longtemps. J'ai cru que les trucs allaient s'améliorer, mais non, ça ne s'est pas amélioré du tout. Au contraire, ça s'est empiré. Donc, après, j'ai demandé à partir. Je vois. À présent, parlons de ton passage chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avant, nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que tu penses de notre équipe? Non, non, c'est une bonne génération. Je pense qu'ils ont pas, ils ont vraiment des âmes. Moi, je pense il faut, il faut les soutenir. Il faut les soutenir, peu importe les camps, et c'est pas quoi. Non, non, les divisions, non. L'équipe nationale, c'est le plus important, je pense. Que, quand on laisse cette histoire de sélection, tout ça là, ben non, je pense faudrait que tous les Ivoiriens, de quelque part que ce soit, se concentrent à soutenir, à donner la nouvelle énergie à cette équipe-là, parce que je pense qu'ils ont vraiment du potentiel, ils ont vraiment du soutien de tout le monde. OK? Et mettons les égos de côté, toutes ces histoires de palabres, tout ça, mettons ça de côté. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent autour de cette équipe-là. OK? Et donner surtout des conseils constructifs. Parce que je vois certains, ils attendent que pour vraiment détruire, donner des conseils pour vraiment. Enfin, faut donner des conseils à ces jeunes-là, parce qu'ils ils ont vraiment besoin de conseils, d'accompagnement, de nos énergies et tout cela pour pouvoir réussir. Ouais, ils ont beaucoup de potentiel, je pense, franchement, parce il y a plein de bons joueurs qui jouent dans des grands clubs, vous comprenez. Maintenant, l'état d'esprit, je pense qu'il y a un bon état d'esprit qui règne avec ce nouveau coach-là. J'espère qu'il va faire bouger les choses. Voilà. D'accord. Alors, tu as commencé aussi jeune à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est au cours de la Coupe d'Afrique junior de 2003 au Burkina, en tant que capitaine de la Côte d'Ivoire, qu'on te découvre. Comment tu apprends déjà que tu fais partie de la liste de Mama Ouattara? Ah, non, mais personnellement, coach, c'était un feeling, il y avait un feeling entre lui et moi. Franchement, j'étais un cadre pour lui, j'étais vraiment un pion essentiel pour lui. Donc, c'est vite passé, quoi. Il y avait le courant est vite passé entre nous. Franchement, je vais pas vous expliquer. Il a vraiment aimé quelque chose à moi et moi aussi, voilà, c'était réciproque. Voilà, quand l'entraîneur te donne, toi aussi, tu lui donnes, tu reçois en même temps. Donc, moi, franchement, j'ai été vraiment, voilà, accompagné, je peux dire. Il m'a vraiment accompagné dans ce groupe-là. Il m'a donné des responsabilités et tout ça. Donc, voilà, c'était une chance. Voilà. D'accord, mais justement, quand on parle de jeunesse et de responsabilité, à cet âge-là, qu'est-ce que pour toi le brassard représentait? Est-ce que ce n'était pas trop lourd? Est-ce que ce n'était pas des charges ou des responsabilités trop difficiles à accepter? Ou comment tu l'as pris, toi? Non, je l'ai pris bien. Je l'ai bien pris parce que être responsable, c'est un comportement de tous les jours. Hein. Un comportement de tous les jours et donner les exemples en dehors et au terrain et tout ça. Donc, pour moi, c'est naturel. Je veux pas vous dire autre chose. C'est vraiment naturel. Ça vient comme ça. Puis bon, tu le prends. Voilà. Et puis bon, je pense que je l'ai bien fait. Je l'ai bien pris, bien Oh, ça, on peut représenté. le dire. Ça, franchement, personne ne va dire le contraire. Ça, en tout cas, personne ne va dire le contraire, on peut le dire. Et vous étiez à ce propos, bien sûr, dans le groupe de la mort pendant la CAN junior de 2003. Vous étiez avec le Maroc, le Ghana et même l'Égypte. Et vous finissez premier, en fait. Et comment est-ce que vous vivez ensuite la défaite en finale contre l'Égypte que vous avez tenu en échec pourtant dans le match de poule et devant qui vous avez été premier? Ben oui, mais chaque match a ses vérités. Hein. Chaque match a ses vérités. Donc, puis en plus, on a fini tir au but, ils ont gagné. Donc, voilà. Les gars, on a tout donné. On a tout donné. On avait l'objectif d'arriver en finale. On était un petit bon groupe, un bon état d'esprit, et des bons joueurs. Voilà. Notre objectif, c'était ça. C'était d'abord arriver en finale. Arriver en finale, et puis bon,
ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Bon, c'est la nature, il faut apprendre comme ça. Mais on avait tout vraiment donné. On voulait vraiment remporter ce trophée-là. Et puis bon, le sort a fait que bon, voilà, on a été battu au tir au but. Bon, voilà, chaque match a ses réalités. Voilà, c'est pour vous dire. D'accord. Mais quand on est jeune et qu'on a la chance, je veux dire, d'atteindre ce palier de ce genre de compétition hein, et que finalement, du bout du doigt, on le rate, comment est-ce qu'on parvient à, je veux dire, à dépasser les peines qu'on vit, toute la tristesse qu'on vit? Comment on réussit à se refaire, en fait, mentalement? Non, non, mais c'est bien. Comme ça, on perd, on gagne. C'est des, c'est des leçons de vie. C'est des leçons de vie comme ça. On apprend à vivre ça. Les échecs, les victoires, les succès. Et ça nous apporte de la force. Ça nous apporte de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on se forge. Moi, je pense, voilà. C'est ça. D'accord. Ça. D'accord. Alors, avec l'équipe de Côte d'Ivoire des moins de 20 ans également, en 2003, vous arrivez en huitième de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était quoi la préparation? Comment se passe la préparation? Au point d'en arriver en huitième de finale, fallait dire en ce moment-là, vous n'étiez pas attendu à ce palier de la compétition-là. Et c'était quoi, je vais dire, comment se sont faits les préparatifs, tout ça, l'état d'esprit, comment ça s'est passé? Non, non, c'était bien. On avait un bon état d'esprit. On était vraiment jeunes, on rigolait et tout. Non, mais c'était vraiment un super bon état d'esprit. Je vous assure. Et avec ce groupe-là, franchement, les Émirats, c'était vraiment magnifique. On était insouciants, tranquilles, sans pression. Voilà, c'était ça, sans pression, mais vraiment conscient de nos tâches, quoi. Voilà, donc on a joué, relax, et puis voilà, on s'est fait plaisir. Même si on n'est pas arrivé au-delà après le 8 mai, on s'est fait plaisir. Moi, c'est ce que je retiens. D'accord. Voilà. Alors, lors de tes deux premières sélections en équipe A, tu arrives blessé et tes potes de l'équipe nationale te chambrent en te surnommant le touriste. Est-ce que tu prends ça comme un élément pour te booster ou qu'est-ce qui se passe intérieurement? Non, mais c'est quand même frustrant. Franchement, c'est quand même, on vous appelle, vous êtes blessé. On vous appelle, vous êtes blessé. Ben, je comprenais rien. Franchement, c'est des trucs inexplicables qui viennent comme ça. On peut dire, non, c'est la nature qui fait les choses. Ben non. Au fond de moi, j'avais quelque chose qui se passait. Mais c'est pas possible. Vous comprenez? Franchement, j'étais frustré. J'étais frustré. Et puis bon, voilà, j'ai pris mon mal à patience tranquillement. Et les choses se sont déroulées après. Voilà. Comme je le voulais. D'accord. Alors, même si tu fais partie de je veux dire, des sélectionnés pour la Coupe du Monde de 2010, ton heure de gloire, la vraie, c'est en 2012 en fait. Tu livres des prestations XXL lors de la CAN 2012. Mais le paradoxe, c'est que ce n'est pas ton poste habituel, mais plutôt en tant que latéral. Qu'est-ce que le coach Zawi a pu bien te dire pour te convaincre à ce poste-là, même si on sait que c'est un poste quand même que tu connaissais plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien te dire pour te convaincre de retourner à ce poste? Je pense qu'il a d'abord peut-être visualisé des anciens matchs que j'ai joué avec les jeunes en équipe nationale, junior, je pense junior, parce que j'ai joué à ce poste-là avec le Wole Basile. J'ai joué à ce poste, j'étais latéral en même temps au milieu du terrain. Donc, peut-être qu'il a vu que j'étais vraiment performant, je pouvais vraiment aider l'équipe à cette période-là. Donc, bon, quand il m'a proposé cela, j'ai dit, OK, je peux le faire, je peux jouer à ce poste, il n'y a pas de souci. Et comme ça, non, c'est venu naturellement comme ça, latéral droit, c'est venu comme ça, bon, voilà, avec l'intelligence, vous pouvez tout faire. L'intelligence, un peu de jeu, de volonté, vous pouvez jouer partout, je pense. Voilà. Seulement d'avoir un peu de talent, un peu de volonté, c'est tout. D'accord. En tout cas, on peut dire qu'il a eu le nez creux, vu que tu finis dans l'équipe type de la CAN en 2012 à ce poste-là. Mais aussi, tu as le prix du fair play. Bah, moi, je t'avoue, pour moi, c'était un paradoxe. Parce que quand tu vois bouillonnant sur un terrain, guerrier fou, et finalement fini fair play. Comment tu expliques ça, en fait? Parce que pour moi, un guerrier, c'est pas quelqu'un qui est fair play, en fait. Et toi, tout Ivoirien reconnaît que cette CAN-là, franchement, tu as sorti les crocs, en fait. Mais comment on peut sortir les crocs
et être fair play à la fois, en fait. Je ne comprends pas. Ben, non, mais c'est le respect du jeu. C'est juste le respect du jeu. C'est tout. Moi, je peux prendre le ballon sans intention derrière, juste le respect du jeu. Fais ce que le jeu te demande à cette période, à ce moment-là. Voilà, puis c'est tout. Faut pas rajouter tout ça, faire des mauvais gestes et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est tout. Mais peut-être il y avait peut-être, il montrait peut-être démonstratif sur le plan, enfin, un peu plus de volonté, de force et tout ça là-bas. C'est ce que vous voyez, mais si vous voyez, je faisais les choses de manière tranquille, de manière propre, pas de manière, c'est pas spectaculaire que les gens voient que je suis. Non, non, non. Voilà, tranquillement. Mais en même temps, voilà, faut pas se laisser impressionner et dominer par qui que ce soit. Donc, c'était ça. Je faisais les choses voilà, avec vraiment de respect, quoi. C'est tout. Je ne taclais pas pour tacler. Je faisais pas n'importe quoi, en fait. C'est ça. C'était juste. Je fais des trucs justes, mais avec rigueur. Voilà, c'est tout. En Côte d'Ivoire, on est parfois très dur avec l'équipe nationale lors des défaites. Mais avec toi, personnellement, ça a été différent dans la mesure où tout le monde était unanime que tu avais mouillé le maillot lors de la CAN. Mais comment toi, tu as vécu personnellement la défaite après tous les sacrifices que tu avais pu faire sur le terrain? Comme tous les Ivoiriens, tous mes coéquipiers, j'étais vraiment triste parce que je pense que on méritait aussi ce trophée. Cette coupe-là, bon ben, on va dire qu'on insiste sur le truc de la chance, tout ça là, du sort et tout ça, mais on avait tout donné, on avait un très bon groupe. On avait un très bon groupe, bon. Et moi, personnellement, franchement, ça m'a vraiment très, très, très rendu vraiment triste, quoi, franchement, parce que ça faisait tellement longtemps et je voulais gagner aussi je vois les gens, enfin, les anciens soulever ce trophée. Bon, passer juste à côté de ça, bon, ça m'a vraiment, j'étais vraiment triste. Personnellement, j'étais vraiment triste. Mais bon, après, je me suis ressaisi, je me suis dit, bah, c'est un match de football, et puis bon, l'avenir va nous situer. Mais voilà. D'accord. Et collectivement, je dis personnellement, je l'ai expliqué, mais collectivement, qu'est-ce que tu as ressenti dans le vestiaire? C'était quoi l'atmosphère en fait? Non, mais tout le monde t'a battu, mon frère. Tout le monde t'a battu, tu sais. C'est tous des gagnants. Hein. C'est tous des gagnants. Nous sommes tous des gagnants. Franchement, on ne peut pas venir dans les vestiaires, attends, comme des perdants, et puis bon, dire non, et voilà, on passe, on laisse tomber. Non, 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 non. On était vraiment tristes, touchés par, ce, par, ce, par cette défaite-là. Qu'est-ce qui explique le fait que Sabri Lamouchi se soit personnellement rendu en Turquie pour te voir en novembre 2013 et que quelques mois plus tard, tu ne fasses pas partie des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Brésil? Ben oui, c'est quand même étrange parce que, bon, pour moi, bon, je me suis dit que, bon, vraiment, je vraiment comptais comptais vraiment sur moi. Et il est venu me voir. Franchement, c'est une marque de respect, quoi, quand même, de déplacer, venir voir ton joueur, comment il va. C'est professionnel en même temps. Voilà, il a fait son boulot. Mais après, c'est quand même difficilement sa place parce qu'il y a tellement de bons joueurs. C'est pas évident de faire un choix. Donc, bon, il a fait le choix. C'est dur à accepter, mais voilà, comment tu veux faire? Il faut l'accepter, il faut digérer. Il n'y a plus le temps de digérer, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Bon, voilà, je l'ai accepté, c'est passé, et puis bon, j'ai souhaité bonne chance. Au moins, il m'a appelé quand même pour me le dire. Ouais, donc, voilà. J'ai pris ça à fair play après, mais c'était pas évident au premier jeu d'accepter, vous comprenez? Parce que tu te dis, c'est ta dernière Coupe du Monde, et voilà. Et pas n'importe où en plus au Brésil.
C'est vrai Au que non Brésil, seulement c'est la dernière Coupe du Monde, mais au pays du football, avec toutes les grandes stars au Brésil. exactement, exactement. Donc, penser à cela, tout ça là, bon, ça n'a pas rendu les choses faciles quand même. J'ai pris ça, j'ai pris ça à cœur, quoi. J'ai pris ça à cœur. Franchement, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas vraiment facilement digéré ce truc-là. Voilà, le fait que j'ai été écarté de l'équipe pour le Brésil, mais bon, avec le temps, ça passe. Mais je comprends le coach, c'est pas évident. C'est pas évident de faire un choix. Bon, voilà. Bon, on va aborder un sujet assez sensible, si tu me le permets. Est-ce que tu penses, en toute franchise et en tout état de cause, est-ce que tu penses que la bagarre avec Abdul Razak a pesé contre toi dans la balance aussi? Euh, je peux pas dire oui ou non. Bon, moi, l'état d'esprit avec Razak, c'est un incident, c'est passé, mais c'était le seul incident qui s'était passé vis-à-vis de mon Justement, compatriote. Parce que, justement. voilà, moi, après ça, je n'ai pas fait de gestes déplacés dans le groupe. J'étais vraiment exemplaire. Bon, ce qui s'est passé à Abidjan, bon, c'était regrettable quand même, mais bon, si c'était à refaire, je n'allais pas refaire, je me suis excusé, tout et tout. Bon, on s'était réconcilié, tout était bien, tout ça là, bon, on a fait la paix. Et voilà, non, je pense pas, c'est juste un choix sportif carrément, purement sportif. Mais oui, en fait, je dis rien. Mais Mm. après l'incident, effectivement, vous avez vu tous les deux à la télévision nationale. Donc, venez vous présenter avec, je vais dire, présenter vos excuses sans vouloir justement rentrer dans les détails ce jour-là. Mais aujourd'hui, que tout cela est derrière vous, avec du recul et tout, qu'est-ce qui a bien Oui. pu se passer en fait? Non, mais il faisait chaud, il faisait chaud, et puis bon, chacun luttait pour sa place, tout et tout, tout ça là, bon. Mais Les je vais dire, tensions. je comprends qu'il faisait chaud et tout, je comprends que le sport, c'est... Mais quel est l'incident, je vais dire, direct qui a provoqué ça en fait? Cet incident, non, non, bah, je vais pas. Non, mais j'avais des mots déplacés, et puis bon, je n'ai pas aimé. Et bon, lui s'est pas excusé. Après, tout ça, bon, euh, ça s'est enflammé, ça va très vite. Ça va très vite, ça s'est enflammé. Et puis bon, voilà, je n'ai pas aimé son comportement, c'est tout. Voilà, je peux le dire. Il a dit un mot déplacé, bon, je n'ai pas apprécié. Voilà, je n'ai pas apprécié. D'accord, très Mais bien. si Alors, on c'était sait généralement que vous êtes très, très convoité par tout le monde quand vous êtes dans l'opulence et que cela s'arrête du jour au lendemain une fois que vous n'êtes plus sous l'effet des projecteurs. Comment tu as vécu ça, toi, dans les premiers moments? Euh, non, tranquille. Moi, c'est pas mon genre de. Non, non, je veux que ça tranquille. Et ce qui m'a vraiment manqué, c'est l'activité, en fait, le rythme. Vous comprenez, vous levez le matin, vous allez à l'entraînement, vous passez du temps avec les amis, vous coéquipiez, vous rigolez et tout ça. Bon, c'est ça quand même qui manque. C'est ça vraiment qui manque. Et puis bon, voilà. Sinon, le fait de projecteur, tout ça, là, moi, j'ai été vraiment, je suis resté sobre, j'étais sobre, tout et tout, tout ça. Bon, voilà, moi, franchement, c'est un peu d'activité qui me manquait, c'est tout. Quel est le moment de ta carrière qui t'a rendu le plus fier de toi? Hmm. Je peux dire la CAN, la Coupe, la CAN 2012. Ouais, sûrement la CAN 2012. D'accord. Et, et puis la montée de l'équipe de Göztepe en Turquie, parce que ça faisait tellement longtemps, j'attendais ce moment-là. Donc, nous sommes quand même des héros, bon, des héros, pardon. Et de chaque chose, ça marque. Ça marque et ils vont jamais l'oublier. Je suppose, ils disent ça beaucoup de toi aussi. Tu es venu un mercenaire, tu es reparti avec la tête de l'ennemi comme un vrai guerrier. Et franchement, bravo à toi. Mais si on devait te dire, je vais dire, le moment de ta carrière dont tu es le moins fier, ce serait quel moment en fait? C'est le moins fier, peut-être, non, non, c'est peut-être regretter ses choix. Il y a des choix qui étaient moins,
avantageux, constructif, que je ne dirais pas, mais je ne voulais pas frustrer les clubs où je suis passé, mais voilà. Mais c'est destin, c'est comme ça, c'est faire. Si c'était à refaire, je n'allais pas le refaire, je n'allais pas prendre ces directives-là, ces directions. Bon, voilà. C'est ce que j'ai, c'est ce que je peux dire. Enfin, j'ai fait quand même des choix, voilà. Tu vois, beaucoup de jeunes rêvent de devenir comme toi, en fait, ou rêvent d'être à ta place. Et si tu devais leur donner des conseils, en fait, justement, pour éviter d'avoir des regrets, pardon, ce serait lesquels? Non, moi, je pense qu'il faut bien s'entourer. Ça, c'est primordial, il faut bien s'entourer. Parce que quand tu n'es pas bien entouré, il y a des gens qui en profitent de ta naïveté et il y a des conséquences. Parfois, et tu ne peux pas les rattraper. Donc, d'abord, il faut bien s'entourer et il faut être vraiment sage, quoi. Il faut vraiment sage. Et puis, aller au bout de tes rêves, je pense. Mais la meilleure des choses, c'est le sérieux dans tout ce que tu vas entreprendre, quoi. C'est le sérieux, c'est de donner le soi-même. Voilà, c'est être sérieux, voilà, c'est être sage et surtout bien s'entourer. Bien s'entourer, mais si tu veux avoir une bonne carrière, vraiment, il faut avoir des bons agents, des bons conseillers et tout. Une bonne épouse, tranquillement. Et voilà, surtout être sage, exactement. C'est ce que je dirais. D'accord. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission, mais avant, je vais te garder juste 2-3 minutes pour jouer à Tiki Taka. Je vais te poser une série de questions ou bien je vais te donner 2 noms ou 2 mots et tu vas me choisir celui ou ceux qui te conviennent le mieux. Si j'ai par exemple le public marocain ou le public turc, selon toi, quel est le public le plus fou en fait? Waouh! Non, mais c'est deux. Non, c'est comme tu choisis ton père. Non, je peux pas. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Non, parce que les publics marocains sont impressionnants dans ce démonstratif et tout ça. Et les peuples qui sont passionnés, vraiment passionnés. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon, ok. On va te le concéder. Et si je dis Alpha Blondy Tikenja? Ah, non, mais putain. Non. Je préfère répondre à la première question qu'à la première. Là, il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes aux 2 questions. Non, mais moi, j'écoute plutôt Alpha Blondy. C'est ce que je dirais. J'écoute plutôt Alpha Blondy. J'aime bien Tikedia, mais j'écoute souvent Alpha Blondy. Voilà. D'accord. Alors, U-Roy ou Peter Tosh? U-Roy. U-Roy, d'accord. Alors, on est au terme de cette émission. Gosso, c'était un plaisir, mais vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Franchement, là, j'en parle, je suis ému même, franchement. Et j'aimerais te dire merci de nous avoir accordé ce temps. On a galéré, tu es parti, tu es revenu, on a dû remettre beaucoup de choses. Et malgré tout, tu es resté patient. Et pour ça, franchement, je ne te dirai jamais assez merci, en fait. Et franchement, l'objectif, c'est d'arriver, mon gars. Peu importe. On est arrivé, on a fait notre mission tranquillement, tu vois. Peu importe. Voilà, on a fait notre mission. Et puis bon, moi, je serai ton premier fan. Et je sais qu'il y a vraiment un journaliste qui a pensé à moi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et sache que je serai toujours là si tu en as besoin de mon aide. Pour quoi que ce soit, je serai toujours là. Et puis, bon, tu sais que tu es dans mon deuxième pays aussi, le Maroc. Voilà, moi, j'ai épousé une Marocaine. Je suis avec une Marocaine, tranquillement. Donc, je suis à moitié marocain aussi. Voilà, faut te le dire. Et voilà, en tout cas, merci encore. Ça me fait vraiment plaisir. Et continue comme ça, c'est tout. Et n'oublie pas, tu sais, petit à petit, tu vois, tu fais ton chemin tranquillement, tu vois. Et c'est comme ça, on bâtit des empires. Tu comprends? On ne se fait pas comme ça pour bâtir une radio, bien des émissions avec des trucs, des abonnés, des milliards, des millions d'abonnés. Tu vois, c'est tout doucement comme ça. Mais il faut mettre du sérieux. Et puis, voilà, il faut savoir vraiment ce que tu cherches, quoi. Tu vois. Et puis, tu mets des ingrédients. Mais sache que, voilà, surtout des contacts.
N'oublie pas ça aussi. Hein. C'est ça qui fait le journalisme, hein, les contacts. Donc, il faut nous aussi des contacts. Tu prends des contacts et tout ça. Donc, c'est le réseau. Voilà, comme tu as peur pour m'avoir. Oh, merci. Franchement, merci de cette masterclass et merci de tes conseils. Franchement, je ne dirai jamais assez merci, comme je t'ai dit. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans la suite de ta carrière et tout le meilleur du monde entier. Salut pour moi. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Allez, porte-toi bien, Gosso, et à très bientôt. Ciao. Allez, au revoir.